La Guyane. À plus de 7000 km de la métropole, le plus grand département français situé en Amérique du Sud fait figure d'exception. Recouvert à 95% de forêt, ce territoire vaste comme le Portugal abrite une biodiversité parmi les plus exceptionnelles au monde et surtout un métal précieux qui attise les convoitises, l'or. En 10 ans, son prix a augmenté de 40% et pousse les orpailleurs illégaux dans la jungle guyanaise. Un Eldorado pour ces chercheurs d'or, originaires du Suriname et du Brésil voisin. Un chiffre ressort, 10 tonnes seraient pillées illégalement chaque année, un butin de 200 millions d'euros. Engagés dans l'opération Harpie depuis 2008, 400 militaires des armées et de la gendarmerie traquent ces orpailleurs illégaux. Dans ce jeu du chat et de la souris, ils sont mobilisés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans cet environnement inhospitalier appelé communément l'enfer vert. Face au Suriname, le camp Lunier. À Maripasoula, sur cette base opérationnelle avancée, les marsouins du 9e régiment d'infanterie de marine ont planifié depuis plus d'une semaine une opération d'envergure intégrée à Harpie, l'opération Élanoïde. Donc le bouclage a été effectué et nous allons entamer la phase de ratissage. Sa cible, le plus grand site d'exploitation illégale d'or de Guyane. Si la prise du site semble être acquise, c'est empêcher la fuite des logisticiens qui paraît plus difficile. L'opération Élanoïde vise à porter un coup d'arrêt significatif à l'orpaillage primaire dans l'ouest de la Guyane. L'orpaillage primaire, c'est celui qui est fait directement à partir des filons d'or dans la roche et c'est celui qui est le plus rentable, donc c'est celui qui est le plus important de neutraliser dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal. La logistique est un vrai défi, c'est le défi permanent de la Guyane, c'est-à-dire que quelles que soient les opérations qu'on conduit, la Guyane est étendue avec peu d'axes de pénétration et donc nous devons nous affranchir des difficultés du terrain. On a 2 solutions, le vecteur aérien, les hélicoptères et puis les pirogues. Ce n'est pas un hasard si c'est de Maripasoula que sont lancées les opérations. Proche d'un aérodrome et à proximité du fleuve Maroni, la situation est idéale pour accueillir et projeter forces et matériel. Passez par là, au pire, là, comme ça, vous le déposez juste avant le hangar. Mais c'est depuis Cayenne, au commandement des forces armées en Guyane, que sont pensés les modes d'action d'Harpie, cette opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Avec l'opération de surveillance du centre spatial guyanais nommé Titan et Pôle Pêche, la mission de police des pêches, Harpie fait partie des attributions du général commandant les forces armées en Guyane. Ce matin, le général Louton est en réunion bilatérale avec son homologue brésilien. La question centrale des échanges, la lutte contre l'orpaillage illégal. Pour lui, le bilan de l'année 2018 est un record. 2018, c'est probablement la meilleure année en termes de lutte contre l'orpaillage illégal. Et la meilleure façon en fait, de mesurer si c'est une bonne année, c'est en termes de saisie et destruction. En 2018, on a fait 20 millions d'euros de saisie et destruction, 20 millions d'euros, qui est probablement la meilleure des années depuis 10 ans. Plus on parviendra par l'action de l'État à faire en sorte que venir exploiter de l'or ici en Guyane coûtera excessivement cher, donc en tapant sur la logistique, donc le carburant, mais aussi en fait tout ce qui permet de vivre en forêt, plus on dissuadera les orpailleurs illégaux à venir orpailler ici en Guyane. Ces bons résultats s'expliquent par l'augmentation des moyens de saisie et de destruction initiés en 2017. Et c'est sous l'égide du préfet de Guyane que des entités comme l'Office national des forêts ou le Parc amazonien de Guyane ont vu leur capacité de police judiciaire et administrative renforcée. Il y a un volet social, économique et diplomatique, mais pour nous, la manœuvre, c'est avant tout de surenchérir le coût d'exploitation illégale de l'or. Et pour le surenchérir, eh bien, il faut veiller à pouvoir désorganiser les flux logistiques qui sont l'élément essentiel et qui permettent l'orpaillage illégal. En Guyane, combattre l'orpaillage illégal relève avant tout de la manœuvre logistique. Avec plus de 1500 km de frontières poreuses, la Guyane se dessine par une façade maritime au nord et par 2 immenses fleuves qui font office de frontières naturelles, l'Oyapock à l'est
et le Maroni à l'ouest. Par ces grands axes transite l'essentiel de la logistique à des fins d'orpaillage. Quad, groupe électrogène, motopompe, carburant, réfrigérateur. Ici, ce sont les pirogues qui assurent le fret de marchandises. Sur le Maroni, justement, le balai des pirogues est incessant. Véritable canal de transit, le fleuve ressemble plus à une autoroute. Et c'est au Suriname, entre autres, dans ces comptoirs, que viennent s'approvisionner les orpailleurs illégaux. Ce matin, nous arpentons l'un des affluents du Maroni, l'Inini. Cette patrouille a pour but de repérer et identifier ce que l'on appelle ici des dégrades ou aires de déchargement de matériel. Pour nous, la mission, c'est de reconnaître la rivière Grand Inini jusqu'à la mine légale et de reconnaître les différents layons, appelés varadors, ou pistes à quad, qui serviraient aux logisticiens à acheminer la logistique. Pisteur hors pair, ce jeune sergent a appris à lire la forêt. Des traces inhabituelles l'intriguent. On va y jeter un coup d'œil, s'il te plaît. Son intuition paye. Après quelques centaines de mètres à travers la forêt, le groupe découvre une piste récemment utilisée. C'est simple, ils n'utilisent plus Atuka2 et Barcarel, ils utilisent celui-là qui était une ancienne piste à quad, ils l'ont réactivé en fait. Ouais. La dernière fois en fait on est déjà venu sur ce dégrade et il n'y avait pas de traces fraîches comme on peut constater aujourd'hui. Il y a des traces fraîches de quad. Et il y a 2 jours exactement, on a rencontré une pirogue logistique qui était pleine. Et donc tout portait à croire qu'elle venait d'ici. Du coup on vient aujourd'hui pour confirmer que les quads sont bien passés par ici. Et là vous avez la confirmation. Manifestement, les orpailleurs tentent de se frayer d'autres itinéraires à travers la jungle. Ces traces fraîches pousseront le groupe du sergent à revenir à la nuit tombée. Le groupe rentre sur une base pour le moins atypique. Cachée au détour de la végétation se dresse une structure d'un autre âge. Il s'agit d'une ancienne barge d'orpaillage saisie en 2016. Pirogue ! Pirogue ! Aujourd'hui, c'est un poste de contrôle flottant. Cette barge sert à contrôler les pirogues de passage. Papier d'identité, s'il vous plaît. Rien à déclarer sur cette pirogue. La gendarmerie relève néanmoins les identités. Si les gendarmes sont présents aux côtés des militaires, c'est pour leur prérogative de police judiciaire. En clair, lors des patrouilles, seule la présence d'un gendarme autorise à saisir et détruire du matériel sur place. Ça, c'est les différentes saisies qu'on a pu faire sur les précédentes patrouilles. Par exemple, il y a 2 jours, on a saisi une pirogue avec un moteur 15 chevaux, des jerrycans d'essence et aussi sur un site de travail, on a notamment saisi des moteurs qui servent pour l'orpaillage. Le soir même, le groupe du sergent retourne sur la piste de quad repérée plus tôt dans la journée, espérant mettre la main sur d'éventuels orpailleurs illégaux. Ok les gars, ce soir, mission, mise en place d'un DSI sur le dégrade, ici, au bout de Lima 3. Je veux que personne ne prenne de risques inutiles, d'accord? Personne ne s'isole seul dans la forêt, et tout se passera bien. Est-ce que c'est bon pour ça? Oui, c'est un bon. De nuit, avec la plus grande discrétion, la colonne se faufile dans la jungle. La progression est lente et difficile. Il faudra plus d'1 heure pour parcourir moins de 3 km.
On est aux abords immédiats du dégrade. J'ai mis en place mon dispositif de surveillance et d'intervention de part et d'autre de la piste pour d'une part intercepter des logisticiens qui achemineraient de la logistique sur les campements et d'une autre part, dans l'autre sens, d'intercepter des orpailleurs qui acheminent l'or pour l'amener dans d'autres pays pour le revendre. Après plusieurs heures d'attente dans la nuit noire, le dispositif de surveillance et d'intervention ne donnera rien ce soir. Les hommes fatigués d'une nuit sans sommeil rentrent à la barge. En parallèle, les moyens aériens acheminent hommes et matériel. À peine posés, les avions de transport CASA de l'armée de l'air sont déjà rechargés. Prochaine étape, Maripasoula pour soutenir l'opération Elanoïde. Ici, en Guyane, maîtriser la troisième dimension est une nécessité. Car sans les moyens aériens, il serait impossible de réaliser des missions au cœur même de la forêt, ni même d'apporter un soutien logistique aux bases avancées. Mais voler en Guyane avec ce climat équatorial et son humidité qui frôle les 90% n'est pas habituel pour un pilote. Cet environnement changeant et humide rend difficile le vol des aéronefs. Être pilote en Guyane, c'est particulièrement excitant, puisque c'est un environnement complexe et des pistes de 15 mètres de large pour l'atterrissage, donc il faut toujours se remettre en question. Rien n'est jamais gagné. La météo est en saison sèche relativement calme, mais en saison des pluies, il faut se battre également pour maintenir de bonnes conditions de visibilité et de plafond. Ajouté à cette météo capricieuse, la variété et l'intensité des missions de l'armée de l'air font de la Guyane un territoire qui met les équipages à rude épreuve. On a un rythme qui est relativement élevé. Nous avons en plus une diversification de missions qui est plus importante. Alors, les missions du CASA en Guyane sont principalement de la projection de forces ou de matériel, des missions de renseignement au-dessus du territoire guyanais pour l'opération Harpie. En 2018, avec une moyenne de 20 sorties par semaine, les aéronefs ont cumulé 1000 heures de vol. Un rythme élevé et intense, comme le montre l'activité de ce petit aérodrome de Maripasoula. Ici, dans le moment fort de l'opération Elanoïde, avions CASA et hélicoptères de l'armée de l'air, avec le concours de la gendarmerie, se relaient pour frapper au cœur du croissant aurifère de Guyane. Il s'agit de prendre une zone qui a été identifiée comme fortement orpaillée et l'outil aérien, l'hélicoptère associé au CASA permet le déploiement des forces de manière assez rapide et adaptée au terrain. On a déployé, je pense, de l'ordre de 250 personnes sur le site. On a occupé les zones et, quitte à ne pas avoir capté tout le monde, au moins fait fuir les éléments. Charge aujourd'hui la deuxième partie de la zone, c'est-à-dire la destruction des sites d'orpaillage, pour contrer le retour à l'activité sur ces zones-là. Grâce aux moyens aériens, les unités d'intervention spécialisées ont surpris, saisi et pris position sur un site d'orpaillage primaire. Je vous rappelle rapidement les consignes. La veille, par exemple, en appui de la gendarmerie, le commando de recherche et d'action en jungle a interpellé 6 individus soupçonnés d'être chefs de bande ou chefs de site. Situé à 50 km plus au nord, la cible de l'opération Elanoïde, le site de Saint-Jean du Petit Abounami. Cette montagne ocre qui surgit de la jungle est le plus gros site d'orpaillage primaire illégal de Guyane. 2 à 3 000 chercheurs d'or illégaux travaillaient sur le site. À l'arrivée des forces françaises, ils ont tout abandonné et fui dans la jungle environnante. Ne reste plus qu'à constater les dégâts. Végétation dévastée, roches éventrées,
pollution généralisée, eau stagnante. Le premier impact de l'orpaillage illégal est d'ordre environnemental. Au-delà de la déforestation, on a une destruction complète des cours d'eau qui sont complètement déstructurés par l'activité d'orpaillage. Et donc, vu que les orpailleurs utilisent du mercure, les vapeurs de mercure utilisées pour amalgamer l'or, en fait, vont se retrouver dans l'environnement et vont polluer durablement les cours d'eau guyanais. Mais ce théâtre désolant n'est que la partie visible d'un fléau bien plus insidieux. L'usage du mercure, interdit depuis une douzaine d'années en Guyane, a des répercussions lourdes sur la santé. Les communautés locales, en fait, qui dépendent de leur environnement et notamment de l'environnement aquatique pour leur subsistance, je pense notamment à la pêche, eh bien voilà, vont se retrouver avec soit une raréfaction, soit des poissons qui vont être contaminés par le mercure. Et donc, quand on consomme toute l'année des poissons contaminés par le mercure, il y a des effets très, très graves sur la santé humaine. Au petit matin, le chef de corps du 9e régiment d'infanterie de marine félicite cette section. L'opération est un succès. Bonjour messieurs, un petit mot rapide avant que vous attaquiez cette journée. L'opération attaque sa dernière phase, la phase de destruction, qui est le point d'orgue de l'opération dans la zone éco. Ça s'est particulièrement bien passé jusqu'à présent. Les bilans sont plutôt excellents. On va voir ce que ça donne au final. Après 2 semaines passées sur le site de Saint-Jean du Petit Abounami, la fatigue commence à se faire ressentir pour les marsouins de la première compagnie. Les Pumas, comme on les surnomme, ont pris le site aux mains des orpailleurs illégaux et ont saisi du matériel de haute valeur, comme des concasseurs ou des groupes électrogènes. On peut considérer qu'on a porté un réel coup d'arrêt à l'orpaillage illégal sur le site de Saint-Jean du Petit Abounami. Ce site aujourd'hui peut être considéré comme le site majeur aujourd'hui avec la plus grande concentration d'orpailleurs illégaux en Guyane. Donc c'est un site qui nécessitait une opération de ce type-là. Si le site est conquis, les orpailleurs illégaux ne sont jamais loin. Et les patrouilles conjointes avec la gendarmerie restent incontournables. Harpie reste une opération risquée et dangereuse. Certains même y ont perdu la vie. Spécialiste du combat en forêt équatoriale, ce groupe repart en patrouille. En moyenne, les hommes et les femmes de la première compagnie passent entre 5 et 6 mois de l'année dans ce milieu hostile. Tu peux regarder s'ils n'ont pas mis des carbets plus loin. Oui. Qu'est-ce que c'est là derrière? Donc là, en fait, c'est une zone qui a été repérée par... Oui, il y a une trouée et tout, donc par un survol aérien. Il y a encore des carbets. On voit que c'est plus ou moins propre parce qu'il n'y a pas trop de feuilles et tout. Mais par contre, ils ont tout nettoyé. Ils ont tout nettoyé, donc ce qui est possible, c'est qu'ils se sont repliés sur des carbets secondaires qui peuvent être aux abords des criques, juste un peu plus loin, mais des fois c'est tout près. Et là, on sait aussi qu'il y a de la vie parce que juste derrière vous, vous pouvez voir une petite cabane où c'est qu'il y a... On voit qu'il y a du bois brûlé. En fait, c'est le groupe électrogène qui est mis juste ici pour alimenter le campement. Donc là, vu le carbet qu'il y a, il y a 2 ou 3 carbets pour dormir. Là, je pense que c'est une dizaine de personnes qui vivent là. Donc là, on va essayer de voir s'ils n'ont pas poussé leur carbet un peu plus loin ou si on ne trouve pas des ballots qu'ils auraient cachés. Sur ce site laissé à l'abandon, la patrouille ne peut rapporter à pied ses moyens logistiques lourds perdus au beau milieu de la jungle. Au titre d'officier de police judiciaire, la gendarmerie ordonne donc la destruction de ce carbet de fortune pour éviter que les garimperos ne s'y réinstallent. Les gendarmes représentent le côté judiciaire de l'opération et aussi le côté administratif avec tous les personnels, parce qu'il y a des personnes étrangères, brésiliens ou surinamènes, qui sont présents. Ici, il n'y en avait pas sur la zone, donc on n'a pas eu besoin de faire une demande de quitter le territoire français. Ce qu'on détruit énormément, c'est tout ce qui est des zones vives, carbet, groupe électrogène, monocylindre, tout ce qui est logistique pour eux. On récupère, nous, tout ce qui est mercure, or, argent.
Cette connaissance de la jungle, ce sergent l'a acquise au fil de ses 2 années passées en Guyane. Il a appris à repérer les moindres traces suspectes et à développer ses sens. Non loin de la mine d'orpaillage, il tombe sur un camp habité. Curieusement, ces garimperos n'ont pas pris la fuite. Ça, c'est les carbets secondaires dont je vous parlais tout à l'heure. Bah, du coup, ils se mettent là en attente, en attendant qu'on parte. Là, ils savent que... Je pense qu'ils ont des sonnettes, ils savent qu'on est là déjà. Donc, ils laissent le minimum. Le reste, c'est caché. C'est caché, ça peut être caché aux alentours, mais ça peut être caché bien plus loin aussi. Sinon, là, ils sont là, ils partent pas en courant et tout, donc ils n'ont pas d'or sur eux, ils n'ont rien. Nous, les militaires, on fait la manœuvre tactique, donc les déplacements et tout. Et après, ben là, c'est les gendarmes qui vont faire tout ce qui est judiciaire, destruction et saisie. Ni or, ni mercure à déclarer. La gendarmerie procède aux fouilles et au relevé d'identité. Todos de base by to Brasil e não vai montanha porque é explosivo. Bom? Não fica. Les alentours étant vides, le site de Saint-Jean du Petit Abounami peut être détruit. Les sapeurs prennent le relais. Après avoir fouillé et inspecté les puits et galeries, ils acheminent leurs explosifs. Cette mission de destruction a pour but de rendre impossible l'orpaillage sauvage de cette mine. Une tâche aussi technique que physique. Le plus difficile, ça va être certainement de porter l'explos pour l'amener sur chaque site et tout ça. Parce que vous voyez, c'est une grande montagne. Donc voilà, il faut faire plusieurs allers-retours et puis progresser à l'intérieur, c'est très éprouvant. Parce que c'est assez confiné, il y a peu d'air. Donc c'est vrai qu'on se fatigue beaucoup plus vite. Ouais. Ces sapeurs spécialisés dans la fouille opérationnelle arpentent ces tunnels et galeries depuis 2 jours. Le travail est de taille. Ce site d'orpaillage primaire est immense. On est sur un site où vous avez plus d'1 kilomètre de galerie, donc qui creuse à l'intérieur de la montagne. Et vous avez également une 50aine de puits répertoriés sur la montagne. Pour détruire tous ces puits et ces galeries, donc là on va détruire 20 puits et 18 galeries, on a besoin de plus de 5 tonnes d'explosifs. Installation terminée, les équipes se retirent pour la mise à feu. En détruisant le plus gros site d'orpaillage illégal de Guyane, les forces armées françaises ont encore une fois sévèrement frappé cette économie parallèle. Le succès de l'opération Harpie se doit à l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui toute l'année arpentent la jungle. Mobilisées depuis plus de 10 ans, les forces armées en Guyane, en étroite collaboration avec les autres services de l'État, ne cessent de protéger l'homme de ce fléau qu'est l'orpaillage illégal et de préserver ce joyau de biodiversité qu'est la Guyane.